Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours un peu particulier puisque comme vous le savez, on est un peu tous coincés, bloqués chez nous pour ce confinement. On va essayer de rendre la chose quand même un peu sympathique malgré les écrans interposés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'horlogerie, évidemment, surtout d'horlogerie helvétique. On va aborder le sujet, un peu une petite récapitulation historique, et puis ensuite on va aborder un peu les différentes techniques de marketing qui ont été utilisées par l'industrie pour développer les ventes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter d'abord. Je m'appelle Georges Guerrero, j'ai 44 ans. Je suis journaliste, blogueur et consultant, journaliste indépendant pour différents titres en Suisse, en France. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un petit peu de technique peut-être. On n'est pas tous très familiers avec la chose horlogère. Un petit plan sur ce qu'est une montre. Ça peut sembler évident, mais au fait, dans le jargon horloger, il y a plein d'appellations. Il y a plein de petits mots qui sont spécifiques aux spécialistes et qui permettent de nommer les choses précisément et qui sont un vocabulaire qui est parfois un peu imperméable et puis non compréhensible et non initié. Je vous ai fait juste quelques petits mots principaux pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. On va commencer par une chose toute bête et puis qui semble évidente pour nous qui sommes en Suisse, mais qui ne l'est pas tant que ça par rapport à la plupart des gens. Comment ça fonctionne, cette petite chose? Alors on va parler de la différence déjà entre le mécanique et le quartz, et puis ensuite dans le mécanique, il y a le mécanique et il y a l'automatique, qui est une autre forme de mécanique. À tout seigneur, tout honneur, on commence par la noblesse du mouvement mécanique. Un mouvement mécanique, comme vous le savez, c'est un mouvement que l'on doit remonter sur une montre bracelet. C'est souvent par la couronne. Donc la couronne, c'est ce que vous trouvez ici. Donc en tournant, vous entendez le petit bruit peut-être, en tournant ce petit manivelle, au fait, on va venir compresser un ressort qui est à l'intérieur du barillet. Et puis ce ressort, en se comprimant, eh ben, il va emmagasiner de l'énergie. Puis simplement, en se relâchant, eh bien, il va progressivement développer cette énergie, la relâcher, et puis c'est ça qui va en fait donner l'énergie de fonctionnement du mécanisme de votre montre. Il y a différents autres éléments qui vont venir sectionner cette énergie en fractions de temps, ce qui va permettre de mesurer précisément le temps qui passe et puis de ce fait vous donner l'heure. Donc en fait c'est simplement ce ressort qui se détend. Quand on passe au mouvement automatique, c'est le même principe, c'est un mouvement à ressort mécanique, mais dont on a mis ce qu'on appelle une masse oscillante. Une masse oscillante, c'est comme un poids qui va tourner avec la force du poignet. Simplement, quand on fait ça, eh bien, ça va tourner derrière la montre. C'est cette petite balance qui tourne comme ça. On appelle ça la masse oscillante. Puis simplement, avec la force gravitationnelle, avec le mouvement du poignet, eh bien, il va venir faire exactement la même chose que si on remontait la montre. Et puis, ça va tendre le ressort, ce qui permet d'emmagasiner de l'énergie. Passons maintenant à la montre à quartz. La montre à quartz, pourquoi à quartz? C'est simplement parce que dans son mécanisme, il y a effectivement une petite pierre de quartz qui est incorporée. Pourquoi? Parce que additionné avec une pile, donc une pile électrique, eh bien le courant électrique, quand il passe à travers un quartz, il va se mettre à osciller. Ce quartz a une fréquence d'à peu près 32 000 Hz, c'est très précis, c'est 32 768 Hz, qui veut dire que c'est un très précis ce battement, bien que très rapide, et puis du coup on peut le diviser, on sait pertinemment à quelle vitesse ça oscille, on peut diviser ça en sections de temps, et puis cette montre va vous donner l'heure. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport à une montre mécanique automatique, elle est beaucoup plus précise, pour autant que la pile ait de l'énergie et soit pas vide pendant 3 4 ans, elle va vous donner l'heure très précise. Alors qu'une montre mécanique, de par ses réglages, de par l'huilage des rouages, etc.,
elle va retarder, elle va avancer tous les jours de quelques secondes, voire parfois plus. Et puis ce qui fait que vous allez devoir d'une part la remonter, puis d'autre part la mettre à l'heure très régulièrement. Donc vous avez beau avoir une montre suisse à 200 000 francs, vous achetez une montre chinoise à 5 francs, la montre chinoise va être beaucoup plus précise et va demander beaucoup moins d'entretien. Maintenant qu'on a vu ces deux différences fondamentales entre la montre mécanique et la montre à quartz, passons un petit peu d'histoire pour voir de quoi on parle. On peut remonter à l'Égypte ancienne par rapport à la naissance du cadran solaire. Le cadran solaire, c'est simplement quelque chose qui, à travers une ombre placée selon une orientation particulière vis-à-vis du Soleil, va vous donner une heure estimative, une heure solaire. On peut dater ça à peu près à 1450 avant notre ère par rapport à sa naissance. C'est un peu les premiers vestiges archéologiques qu'on a retrouvés. Au XIIIe siècle, ensuite, on commence à trouver les horloges à poids. Ça veut dire que vous avez déjà vu ça par exemple dans les coucous suisses, c'est un remontoir par exemple à travers un poids ou à travers un oscillateur. Et puis avec ça, on va pouvoir fractionner le temps avec un mécanisme et puis on va pouvoir donner l'heure. C'est apparu pour la première fois dans des clochers au sommet par exemple en 1354, au sommet de la cathédrale de Strasbourg en France. Et puis quelques années plus tard, en 1405, la cathédrale de Berne a aussi été équipée d'une horloge. Et à partir de là, le besoin de savoir l'heure s'est vraiment développé, tout simplement pour une chose toute bête, c'est que d'une navigation où on naviguait par exemple dans la mer Méditerranée, où on naviguait au large des côtes centraux sont éloignées, à partir du XIIIe, XIVe siècle, il y a eu le temps des découvertes, les navigateurs ont commencé à aller explorer le reste du monde. Et puis quand on ne voit plus la côte, on ne sait plus où on est, on peut se diriger par rapport aux astres. Encore faut-il savoir l'heure qu'il est pour déterminer l'emplacement des astres dans la voûte céleste et puis savoir précisément où on se situe. Donc ça a vraiment précipité le développement de l'horlogerie qui était nécessaire à la marine. Donc à partir du XIVe siècle, on a vu ce développement qui est vraiment allé de l'avant. Et puis au XVIe siècle, c'est d'abord apparu dans l'Allemagne actuelle et puis à Prague, on a vu l'invention de la montre à ressort, comme je vous en ai parlé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis vraiment ce qui a développé ensuite cette montre à ressort, ça a été les horlogers d'abord à Londres, ensuite aussi à Genève. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en 1554, il y a eu beaucoup de protestants qui ont été chassés de France et d'Italie et qui sont venus se réfugier à Genève, qui était la cité de Calvin. On les appelait les horlogiers. Et puis, ce qui a encore accéléré le travail de ces horlogiers en Suisse, c'est le fait que quelques années plus tard, en 1556, Calvin a décrété que les signes extérieurs de richesse ostentatoire étaient prohibés. Donc, en fait, ça voulait dire que tout ce qui était bijoux, ornements, etc., ne devait plus être porté simplement par signe de modestie. Donc effectivement, les plus fortunés qui n'avaient plus la possibilité de montrer leur richesse à travers leurs bijoux, mais ils se sont rabattus sur l'horlogerie. Et puis ça a vraiment développé, c'est ça qui a boosté le travail de l'horlogerie, parce qu'il fallait déjà à l'époque qu'on montre sa richesse. Et puis quoi de mieux qu'une montre au porté. À l'époque, c'était des montres souvent à gousset, donc au bout d'une chaîne qu'on mettait dans la poche. Et puis c'est comme ça que tous ces joailliers se sont mis à l'horlogerie et à faire des montres. Tant et si bien que quelques années plus tard, au début du XVIIe siècle, on a vu la fondation à Genève de la première corporation d'horlogers. Et pour pouvoir mériter ce titre, il fallait un apprentissage de minimum 5 ans. Au cours du même siècle, en France, on a continué à chasser les protestants. Il y a eu l'édit de Nantes qui sont venus encore une fois en Suisse et qui se sont amassés non seulement à Genève, mais aussi le long des côtes du Jura, donc Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, etc. Il faut savoir que pendant cette période-là, la population de Genève a triplé. Donc ce n'était pas juste quelques familles qui arrivaient, c'était une arrivée massive de personnes. Donc concrètement, tout au cours du XVIIe siècle, eh bien, tous ces gens qui arrivaient de Genève
qui arrivaient à Genève, d'abord de France voisine, et puis, ou d'Italie, et ensuite qui se répandaient sur les côtes du Jura et qui ont commencé à pratiquer l'horlogerie. Ils ont emmené avec eux ce savoir-faire, ils ont aussi disséminé ce savoir-faire dans les montagnes du Jura, ce qui a fait que l'horlogerie est devenue aussi un métier de paysan. C'est-à-dire que dans les montagnes du Jura, donc Neuchâtel, etc., les paysans, l'été, ils étaient au champ, et l'hiver, ils avaient des ateliers au premier étage de leur ferme, et ils fabriquaient des pièces ou pour l'horlogerie, ou carrément des montres en entier. Donc c'était ce qu'on appelait les paysans horlogers. Ensuite, en 1747, il y a eu l'arrivée d'un monsieur qui a marqué l'histoire de l'horlogerie, qui est Abraham Louis Breguet, qui est né à Neuchâtel. Il a vraiment révolutionné et complexifié l'industrie horlogère en inventant différentes choses, dont par exemple le tourbillon. En 1783, il a même fabriqué la montre pour Marie-Antoinette, une montre qui était si compliquée qu'en fait il n'a pas réussi à la finir, et c'est son fils qui l'a fini en 1827. Marie-Antoinette avait perdu sa tête depuis longtemps, et c'est la famille de Napoléon qui en a hérité. Pour vous donner un ordre de comparaison par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en 1785, il y avait déjà 20 000 personnes qui travaillaient dans l'horlogerie à Genève uniquement. Elle produisait 85 000 montres par an, plus 50 000 montres dans les montagnes neuchâteloises. Donc là, on arrive à quelque chose comme 130 à 150 000 montres par an, avec 20 000 personnes qui travaillaient dans l'horlogerie. Aujourd'hui, on est à peu près à 50 000 employés dans l'horlogerie en Suisse, mais pour un total de production de 20 millions de montres. Et là, on parle toujours effectivement de montres de poche, de montres à gousset. C'est justement en 1790 que Jacques Edreau, avec avec l'Eschaux, qui était un autre horloger aussi neuchâtelois, a commencé à inventer la montre bracelet. On date à peu près de ces années-là, la naissance du montre bracelet, ça veut dire la montre qu'on porte au poignet. C'est peut-être pas la première fois qu'on portait une montre au poignet. Déjà sous la cour de Louis XIV et Louis XVI, il arrivait que les dames aristocrates précieuses, avec un ruban, attachent leur montre à gousset au poignet. Mais la naissance de la montre bracelet en tant que telle a été faite à ce moment-là. Donc Jacques Edreau, dont vous pouvez aujourd'hui voir les automates au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. On lui attribue la naissance de la montre bracelet. En 1822, on a affaire au premier chronographe. Alors, chronographe, à ne pas confondre avec chronomètre. Toutes les montres sont des chronomètres puisqu'elles mesurent le temps. Un chronographe, c'est qu'il peut écrire le temps, il peut arrêter le temps, ce qui permet par exemple de mesurer une course ou un laps de temps donné. On peut citer la manufacture Villeray à Saint-Imier, qui est vraiment, près de Saint-Imier, qui est vraiment les premiers à avoir développé le chronographe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette manufacture est aujourd'hui intégrée dans la marque Montblanc. En 1876, il va se passer un truc, c'est que déjà à l'époque, les Suisses étaient très fiers de leur horlogerie, et ils sont arrivés à l'exposition universelle de Philadelphie en Amérique. Donc il faut savoir qu'à l'époque, pour se faire connaître, les différentes, on ne parlait pas encore de marques, mais les différents comptoirs horlogers participaient à des concours de précision. Et ces concours de précision avaient souvent lieu à l'international dans des expositions universelles. Et les Suisses sont arrivés un petit peu en terrain conquis aux États-Unis en pensant qu'ils allaient tout remporter. Et là, c'était ce qu'on peut appeler la première crise horlogère. Ils se sont rendus compte que les Américains avaient déjà développé massivement l'industrialisation de la fabrication des montres, alors qu'en Suisse, ça se fabriquait encore à la main, et puis tel paysan faisait tel rouage, et tel autre paysan faisait les remontoirs, et puis on assemblait le tout. Tandis qu'aux États-Unis, certaines marques, par exemple Valtam, avaient déjà inventé la production à la chaîne. Donc la production à la chaîne, ça veut dire qu'il y avait un horloger qui faisait telle pièce, les pièces passaient au suivant, tel autre horloger incorporait telle pièce, ça passait au suivant, etc. Donc on a l'habitude d'attribuer la naissance du travail à la chaîne à Henry Ford, qui aurait développé ça à Detroit pour la fabrication des voitures. En fait, en vérité, ça a été inventé par les horlogers américains. Et c'est assez drôle parce que l'un d'entre eux est venu en Suisse, à Chafouge, où il a fondé la marque IVC,
et ils ont adopté ce mode de fabrication à la chaîne. Mais très vite, ça n'a pas convenu à la mentalité suisse, et puis on est revenu à l'horloger qui s'occupe de sa montre de A jusqu'à Z à cette époque-là. Pour revenir à la montre bracelet dont on a déjà parlé de l'invention, disons que sa démocratisation a vraiment eu lieu 100 ans plus tard par Gérard Pergaud, qui est une marque de la Chaux-de-Fonds, qui a été les premiers à la fabriquer en série. Ils ont eu une commande de 2000 pièces par l'armée allemande, et puis c'est eux qui ont lancé la fabrication des montres bracelets, et ensuite on n'a plus arrêté de le faire, et puis peu à peu le part de montres bracelets a pris la majorité des ventes, et puis la montre de poche a commencé à diminuer et a presque disparu aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que jusqu'en 1911, donc quand même assez tard, juste avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'heure précise. Ça veut dire que les heures étaient plus ou moins au petit bonheur la chance, souvent réglées sur le clocher du village, ce qui fait que l'heure qu'il était à Neuchâtel pouvait être différente de 20 minutes de l'heure qu'il était à Lausanne. Donc il n'y avait pas d'heure universelle. Et c'est en 1911 qu'on a décidé de ça. On a décidé que le point zéro, l'heure zéro, était le méridien de Greenwich, l'observatoire près de Londres. Et c'est là qu'on a commencé à avoir le GMT, donc le Greenwich Meridian Time. Et ça a donné après les décalages horaires. Donc si vous êtes 1 heure, 2 heures, 3 heures après ou avant Greenwich, et comme ça, le monde entier a pu se régler et se mettre à la même heure. Et puis on sait de quoi on parle, où qu'on voyage, l'heure est unifiée. Donc c'était quand même assez tardif. Pour finir avec l'histoire, je vous parlais tout à l'heure de la montre mécanique. La masse oscillante, donc il y a le balancier qui permet de remonter le mécanisme sans devoir l'avoir à le faire par la couronne. Ça, c'est quand même assez tardif, c'est venu en 1924. C'est quelques années après, en 1930, que les montres bracelets ont dépassé les montres de poche en termes de vente au niveau mondial. Et là, on va arriver à quelque chose qui nous a fait très mal en Suisse et dont on ne s'est jamais vraiment rétabli. En 1966, il y a eu l'invention à Neuchâtel du quartz, donc le mécanisme à pile dont je vous parlais tout à l'heure. Les Suisses n'y ont pas cru, c'était pas assez noble, entre guillemets, on préférait l'horlogerie mécanique. Et ce sont les Japonais, notamment la firme Seiko, qui se sont emparés de l'idée et qui ont développé les montres à quartz. Au début, elles étaient très chères, parce que c'était des prototypes très innovants. Et puis très vite, les Japonais se sont mis à les commercialiser, à les fabriquer à de très grandes quantités, à des prix infiniment moins chers que la montre suisse. Et puis, de ce fait, ils ont totalement inondé le marché. Et petit à petit, à partir de 1975-78, eh bien, les marques suisses se sont mises à faire faillite les unes après les autres. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les montres suisses étaient un peu l'offre générale du marché de la montre au niveau mondial. Donc à partir du moment où il y a eu une offre moins chère, eh ben, les gens ont opté pour ces montres-là. Et puis les Suisses ne pouvaient pas régater au niveau des prix puisqu'ils fabriquaient des montres beaucoup plus complexes, mécaniques. Et puis petit à petit, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leurs emplois. Et puis les fabriques de montres ont commencé à fermer les unes après les autres, ce qu'on appelle la grande crise horlogère, et qui a fait vraiment disparaître des dizaines et des dizaines de marques du paysage. Arrive Elmer Mock, un inventeur de génie, et qui se dit mais on ne va pas laisser les Japonais nous écraser comme ça. Et ils ont inventé la Swatch. La Swatch est une montre à quartz suisse, fabriquée en Suisse, mais réduite à sa plus simple expression. Donc elle est basée sur une boîte en plastique. Là on parle de 1982. Et ce qui permet de la vendre à 50 francs. 50 francs à l'époque, c'était extrêmement bon marché par rapport à tout ce qui se faisait en Suisse. Et puis ça devenait concurrentiel par rapport à la montre japonaise. Et puis ça a été à partir de ce moment-là, aussi en regroupant certaines industries, par exemple le groupe, ce qu'on appelait à l'époque, pas encore le groupe Swatch, mais Nicolas Hayek s'est mis à racheter différentes marques pour les mettre ensemble dans un consortium qui allait plus tard devenir le Swatch Group, et puis de ce fait pouvoir faire des économies d'échelle et relancer des marques qui étaient ou en faillite ou en très forte difficulté. Par exemple la marque Tissot, qui est aujourd'hui
une des marques dans le top 10 mondial. À l'époque, ils avaient tellement de difficultés à vendre leurs montres qu'ils se sont fait, pour survivre, ils se sont mis à fabriquer des pacemakers. Et en termes historiques, il y a quand même une autre date qui est intéressante, c'est en 2014, l'arrivée de l'Apple Watch. On va voir pourquoi tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, 1876, la première crise horlogère où on s'est rendu compte qu'on était extrêmement en retard par rapport à l'industrialisation de manière, comparativement aux États-Unis. Les années 70-80, la crise horlogère, la grande crise horlogère, la crise du quartz, où on s'est fait totalement dépasser par les Japonais. Et puis en 2014, l'arrivée des smartwatches. On verra tout à l'heure à quel point ça nous a impacté. Quand on parle de montre suisse, et une montre qui porte le label Swiss Made, qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Au fait, pour schématiser, il y a deux choses qui font qu'une montre peut porter le label Swiss Made, et puis parfois on est étonné à quel point ça peut être simple. Il faut simplement que le mouvement de la boîte, le mouvement de la montre soit emboîté dans la boîte en Suisse. Donc la montre doit être fermée en Suisse, et puis le contrôle de cet assemblage doit être fait en Suisse. Et puis sinon, par rapport aux pièces qui sont dans la montre, le 60% des pièces doit être suisse. Et c'est là que c'est un petit peu une petite, on ne va pas dire arnaque, mais quand même on profite beaucoup de la situation. Ce n'est pas 60% des pièces qui composent la montre, c'est 60% de la valeur des pièces qui composent la montre. Donc de facto, vous pouvez faire fabriquer en Chine une énorme partie des pièces qui composent votre montre et le mouvement de celle-ci, et puis les assembler en Suisse. Il suffit que quelques-unes des pièces, par exemple les plus chères, soient fabriquées en Suisse, et puis vous atteignez votre quota de 60%. Donc vous pouvez fabriquer des pièces en Chine, vous pouvez fermer juste la boîte en Suisse, et puis mettre une ou deux pièces qui sont les plus chères, qui sont faites en Suisse, et puis vous êtes tranquille, votre montre peut porter le Swiss Made. En termes de chiffres, là on parle des derniers chiffres en date, donc 2019, il y a eu 20,6 millions de montres produites pour un total de valeur de 21,7 milliards. En quoi c'est intéressant? Ça c'est vraiment aussi quelque chose de très délicat. Les ventes ont augmenté comparativement à 2018 de 2,4%. Donc c'est plutôt positif. Par contre, et c'est là qu'il faut être attentif, le nombre de pièces est baissé de 13%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de pièces moyennes, le prix moyen a beaucoup augmenté. Par exemple, en 2014 et 2019, 2014 on était à peu près autour de 700 francs. L'année passée, on était autour de 1000 francs, le prix moyen d'une montre suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moins de pièces qui sont fabriquées, ce qui veut dire moins de sous-traitants, moins de fabriques. Donc petit à petit, en montant en gamme et en allant toujours plus cher, on diminue le volume. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va perdre déjà une clientèle d'entrée de gamme, souvent plus jeune, donc on ne renouvelle pas la clientèle, on devient de plus en plus exclusif, et puis surtout on perd ainsi en savoir-faire, on perd des fabriques, on perd des fournisseurs, puisque le nombre total de montres est plus petit. Donc on peut être très content de l'augmentation du chiffre d'affaires. Il faut quand même être très attentif à ce phénomène parce que de facto, on vend moins de montres. Donc on met en péril tout le système et puis surtout on met en péril l'avenir parce que les jeunes n'achèteront plus de montres suisses. Pour avoir un petit instantané de à quoi ressemble le marché des marques en Suisse, évidemment le numéro 1 est de très loin, c'est Rolex. Si on prend Rolex et puis sa petite marque sœur qui est Tudor, à peu près une montre suisse sur 4 exportée dans le monde l'est de Rolex. Donc là, on voit vraiment, c'est le mastodonte absolu. On le verra aussi, ça se traduit en chiffre d'affaires. Ensuite, on peut aller plus précisément dans ces chiffres. Là, c'est des chiffres qui sont tout frais, qui datent de la semaine passée, dont la source c'est Morgan Stanley, la banque américaine, qui fait cette étude annuelle. Il faut savoir que certaines marques ne communiquent pas sur leurs chiffres, donc ce sont des extrapolations assez précises sur le marché qui sont reconnues par les experts, mais qui ne sont pas les chiffres officiels des marques. Donc on arrive pour Rolex à un chiffre d'affaires supposé d'un peu plus de 5 milliards de francs pour 1 million de montres vendues. Donc quand on parle d'exclusivité, là on en est un petit peu loin, il y a 1 million de Rolex qui se vendent dans le monde. Ensuite, si on parcourt rapidement, Omega, Cartier, Longines. Donc Omega et Longines sont deux marques du groupe Swatch. Cartier est une marque du groupe Richemont.
Et en 5e et 6e place, on a deux indépendants, Patek Philippe, qu'on pourrait dire comme, enfin, on pourrait présenter comme étant la marque la plus prestigieuse de l'horlogerie aujourd'hui, et Audemars Piguet. En 7e place, on a Tissot, qui est nouveau une marque du groupe Swatch. Et en 8e, et ça c'est très intéressant, on a un newcomer qui est Richard Mille, qui est une marque franco-suisse. Et là, c'est intéressant parce qu'ils fabriquent extrêmement peu de montres. Là, on voit par exemple, comparativement à Rolex, qui fabrique 1 million de montres, eux, ils sont à 4 900 montres par année. Mais le prix moyen de ces montres dépasse les 220 000 francs. Donc, une petite marque qui fabrique même pas 5 000 montres par année peut arriver dans le top 8 de par le prix moyen des ventes de ces montres. On passe rapidement en revue de quoi est composé le paysage horloger suisse. Numéro 1 est de loin, avec à peu près un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs par année, on a le Swatch Group. Le Swatch Group, il est composé de toutes les marques prestigieuses telles que Omega, Longines, Rado, Breguet, Mido, Hamilton, et aussi des marques un peu plus on va dire, grand public, tels que Swatch, Certina, Tissot, et aussi les montres pour enfants Flic Flac. Le groupe Richemont, qui est un groupe établi à Genève, où là, il y a Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget, Montblanc, Panerai, donc des marques aussi très prestigieuses. LVMH, le plus grand luxe, le groupe du luxe au monde, qui est Tag Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, entre autres, parmi les plus grandes marques. Il faut souligner quand même qu'LVMH est numéro 1 dans tous les secteurs d'activité qu'elle a abordés, c'est-à-dire la mode évidemment, la maroquinerie et la joaillerie, mais n'est pas numéro 1 dans l'horlogerie. Donc il y a des rumeurs persistantes qui font dire que LVMH pourrait acheter encore d'autres marques suisses pour se renforcer et tendre à devenir le numéro 1 et ravir la place du Swatch Group en ce faisant. Le groupe Kering, aussi significatif, et qui est propriétaire des marques Gucci, Gérard Perregaux, Ulysse Nardin et Yves Saint Laurent. Et ensuite les indépendants. Alors j'ai mis Rolex dans les indépendants avec la marque Tudor. C'est pas vraiment un indépendant puisqu'on l'a vu, c'est la marque qui vend le plus au monde. On pourrait presque le considérer comme un groupe. Et ensuite Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille, on en a parlé, Breitling, Corum, Hermès, Victorinox. Donc en fait, il y a peu de marques aujourd'hui qui ne fassent pas partie de groupes. Il y a eu vraiment dans les années 90 et surtout dans les années 2000 des regroupements, des rachats qui font qu'aujourd'hui le paysage horloger suisse est quand même assez structuré déjà. Pour avoir une idée un peu des montres, ce qu'on appelle, c'est un mot qui revient régulièrement dans le vocabulaire horloger, c'est les montres iconiques. Je vous ai fait une petite sélection des montres iconiques. Alors, je vais commencer par la Cartier Santos. En 1904, il y avait un aviateur brésilien qui s'appelait Alberto Santos Dumont, et puis il voulait être capable de lire l'heure en plein vol. Donc on était à l'époque encore avec les montres à gousset, on l'a vu tout à l'heure, les montres au poignet venaient d'être inventées, et lui il voulait pouvoir lire l'heure alors qu'il était en vol. Il était client de la maison Cartier. Cartier lui a inventé cette montre qui porte son nom pour qu'il puisse lire l'heure pendant qu'il faisait ses vols. C'était aussi une des premières montres qui a été produite en série et qui est toujours aujourd'hui un best-seller de la maison Cartier. Rolex, bien sûr, en 1926, c'était la naissance de la Rolex Oyster. Oyster, comme vous le savez, veut dire huître en anglais. Pourquoi ? Parce que c'est la première montre étanche du marché, disons du grand public. Et puis, à l'époque, ça avait fait grand bruit parce que Rolex avait mis dans les vitrines des aquariums avec les montres qui étaient posées dans l'aquarium avec des petites bulles et puis des petits poissons pour illustrer leur étanchéité. Donc c'était impensable à l'époque pour le grand public d'avoir des montres étanches. Donc en fait, ces aquariums qui étaient posés dans les vitrines, ils faisaient des grands attroupements publics à Londres ou à Genève. Les gens venaient voir ces aquariums et puis la montre plongée dans l'aquarium. Et c'est un peu ça qui a aussi contribué à forger la légende de Rolex. On passe à 1931 avec la naissance de la Reverso. La Reverso, comme son nom l'indique, est une montre réversible. À l'époque, on n'avait pas inventé les glaces saphir, donc en fait la glace de la montre était en verre et se cassait
très régulièrement. Et puis les joueurs de polo en avaient marre de casser leur montre en permanence. Et puis ils nous ont demandé à Jaeger-LeCoultre d'inventer une montre qui ne casse pas. On n'avait pas le saphir encore. Et puis Jaeger-LeCoultre a répondu à cette demande simplement en faisant une montre qui est réversible. Donc elle coulisse sur la boîte. Et puis c'est le dos de la montre qu'on peut présenter pendant qu'on va faire du sport. Et puis ainsi protéger le verre qui est à l'intérieur. Ça a contribué à forger la marque Jaeger-LeCoultre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est 80% presque des ventes de Jaeger-LeCoultre, ce modèle Reverso. L'Omega Speedmaster. Alors Speedmaster, c'est son nom original. Aujourd'hui, on la connaît un peu plus comme étant la Moonwatch. En fait, cette montre, elle est née en 1957 comme un chronographe plutôt voué à la course automobile, d'où son nom Speedmaster. Et puis en 1965, la NASA, donc établie en Floride, avait besoin de montres pour les astronautes des missions Apollo qui étaient en préparation, c'est-à-dire les missions qui devaient aller sur la Lune. Et puis il y a un ingénieur de la NASA qui est allé dans une bijouterie de Floride et qui a acheté différentes montres sans le dire aux marques. Donc il n'y avait pas de sponsoring ou de choses officielles derrière, c'était vraiment, il n'y avait pas de bluff. Donc ces montres qu'il a achetées dans cette bijouterie de Floride ont été testés par les ingénieurs de la NASA qui progressivement ont éliminé les moins solides et ils ont fini par garder l'Omega Speedmaster. Tant et si bien qu'en 1969, lors du premier vol de Neil Armstrong sur la Lune, c'était une Omega Speedmaster qu'il avait au poignet. Donc la montre en 1969 avait déjà 12 ans d'existence, le modèle, mais là c'était un peu la renaissance de ce modèle et aujourd'hui encore il est fabriqué, on l'appelle la Moonwatch et il est connu pour ça, de par sa solidité, c'est la montre qui a été choisie pour aller sur la Lune. Audemars Piguet, ça c'est une montre qui est très importante dans l'histoire de l'horlogerie parce qu'elle va révolutionner la perception d'une montre de luxe. On est en 1972 et il y a un designer de génie qui s'appelait Gérald Genta, qui est aujourd'hui décédé. Et lui, il a dessiné cette montre, donc déjà avec cette forme, comme vous voyez, elle a une lunette octogonale. Et surtout, elle était en acier. C'est une montre, à l'époque, il faut savoir qu'une montre de luxe, il était impensable qu'elle soit en acier. On l'achetait en or, éventuellement en platine, mais jamais en acier. Et puis, lui, il a essayé d'imposer la montre de luxe de par sa marque et de par ses propriétés horlogères, et non plus de par la matière dont elle était faite. S'il n'y a pas eu un grand succès au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi une montre en acier devait être aussi chère. Mais grâce à son design, il y a eu différentes stars comme Alain Delon ou Gianni Agnelli qui se sont mis à la porter. Et d'un coup, les ventes ont explosé, ce qui fait qu'aujourd'hui, Audemars Piguet, comme on l'a dit tout à l'heure, est dans le top 5 des plus grandes marques et puis a dépassé le milliard de francs de chiffre d'affaires, bien que ce soit encore une marque indépendante. Et il faut souligner le fait que ce monsieur, Gérald Genta, a été très prolifique et puis aujourd'hui, certaines des montres iconiques, là on parle de l'Audemars Piguet Royal Oak, on pourrait en citer d'autres, par exemple l'Hublot, l'original, la classique Fusion ou encore l'IVC Ingénieur, sont des montres qui ont été dessinées par ce monsieur Gérald Genta. C'est aussi lui qui a dessiné la Bulgari Octo, qui est aujourd'hui aussi déclinée en Octo Finissimo et qui est aussi un best-seller de la maison Bulgari. La Swatch, bien sûr, une des moins chères, ou sinon la moins chère de ce classement des montres iconiques, mais qui a révolutionné vraiment l'horlogerie. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait schématiser que la montre plastique qui est la Swatch, a sauvé l'horlogerie, a permis à l'horlogerie suisse de survivre et puis à se repositionner telle qu'elle est aujourd'hui. Donc lancée en 82 aux États-Unis d'abord en tant que test, elle a été ensuite lancée dans le reste du monde, y compris en Europe en 1983. Et puis elle est simplifiée au maximum, donc elle n'a que 54 pièces pour pouvoir réduire le prix. Comme je vous le disais, elle était vendue à l'époque à 50 francs. Là, ce n'est pas une montre suisse, mais j'ai voulu la mettre dans ce classement. En 2014, Apple Watch a lancé sa montre Apple Watch qu'on connaît aujourd'hui, qui a déjà connu plusieurs autres évolutions depuis. Pourquoi c'est une montre que j'ai décidé de classer dans les iconiques? Simplement parce qu'elle révolutionne ce qu'on appelle l'horlogerie, dans le sens que ce n'est pas une montre au sens propre du terme avec un mécanisme,
mais elle donne l'heure. C'est un peu le même, on pourrait faire la comparaison avec votre smartphone. Vous l'appelez téléphone, mais téléphoner, c'est peut-être le 5% de ce que vous faites avec. Là, on peut dire c'est une montre, et puis regarder l'heure, c'est peut-être le 5% de ce qu'on va faire avec. C'est intéressant, pourquoi? Pour différentes raisons. Quand en 2010, Steve Jobs a décidé de faire de Apple une marque de luxe, il a décidé, c'était plus une marque d'électronique, il a débauché différentes personnes dans le milieu du luxe, notamment Angela Ahrendts, qui était CEO de Burberry à l'époque, et il a décidé de faire une montre. Donc, il a appelé ce qui était le leader mondial, et toujours de l'horlogerie, Swatch Group. Il a parlé avec Nick Hayek, donc l'actuel dirigeant du groupe, fils du fondateur Nicolas Hayek, et il a dit, moi je vais faire une montre Swiss Made, et je vais la faire avec vous, étant donné que vous êtes le numéro 1. Nick Hayek n'a pas été emballé par le projet, n'a pas donné suite, ce qui a un petit peu vexé d'ailleurs les Américains et qui ont continué leur travail de leur côté. Donc c'est une petite anecdote, l'Apple Watch a été lancé le 24 avril 2014. Entre le 24 avril 2014 et le 24 mai 2014, eh bien, Apple a investi 9 milliards de dollars dans la publicité, dans le marketing de l'Apple Watch. Donc pour un produit qui est vraiment un side business pour Apple par rapport à ce que la vente d'ordinateurs ou la vente d'iPhone leur rapporte, c'est un produit de niche pour eux. Eh bien, ils ont pu se permettre d'investir en un mois dans un produit de niche l'exact chiffre d'affaires que le Swatch Group, avec son entier de marque, génère sur une année. C'était une petite boutade pour faire comprendre aux horlogers suisses la différence d'échelle du business des uns et des autres. En termes de marketing, on va aborder le sujet plus précisément. Je vous parlais tout à l'heure de Jacques Edvaux, qui était parmi les inventeurs de la montre bracelet. En fait, ce monsieur, il a aussi développé des techniques de vente qui étaient assez intéressantes. En fait, il partait avec des montres exceptionnelles qu'il allait présenter au cours du monde entier, aux rois et aux reines du monde entier. Il va de soi que quand vous arrivez à convaincre un roi d'acheter une de vos montres, eh bien évidemment, tous les aristocrates et tous les autres membres de la cour ont tendance à vous acheter une montre du même horloger, étant donné que c'est le roi qui lançait les tendances. Et pour ce faire, il a aussi conçu ce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, c'était des automates. En fait, les automates, c'est ce qu'on pourrait appeler des robots. C'est des humanoïdes qui sont dotés de mécanismes horlogers qui sont conçus de manière à non pas donner l'heure, mais à faire d'autres fonctions. Donc, il y a par exemple la joueuse de clavecin, il y a le dessinateur, ou il y a l'écrivain. Et il se déplaçait avec ces automates, il allait voir les cours du monde entier. Et ça lui permettait de mettre en avant son savoir-faire. Il faut savoir à l'époque que, je vous parlais tout à l'heure des horlogers fermiers, les marques telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des comptoirs. Ces horlogers s'unissaient en corporation ou en association, et l'un faisait telle pièce, l'autre faisait telle pièce, l'autre assemblait le tout, et puis on exportait comme ça, on avait des comptoirs horlogers, et on essayait de vendre ces montres en se réclamant de tels records de précision ou de telle solidité. Mais il faut savoir par exemple qu'un fabricant de boîtes, il fabriquait des boîtes pour différentes associations, pour différentes corporations, ou différents comptoirs. Donc il n'y avait pas vraiment une identité particulière à ces montres. Souvent, elles ne portaient même pas de marque. Et l'apparition des marques telles qu'on les connaît aujourd'hui, elle date de la fin du 19e, début du 20e, où on a commencé à labelliser ces montres pour vanter ses mérites. Ça correspond aussi au chronométrage sportif. On parlait des concours de chronométrie des montres les plus précises. Là, le développement du sport, l'arrivée des Jeux Olympiques aussi à la fin du 19e siècle, a fait qu'on avait besoin de pouvoir mesurer le temps avec précision. Et plus ces chronographes étaient précis, et bien plus les gens qui les fabriquaient avaient envie de le faire savoir. Et puis de ce coup, inventaient un label pour communiquer à ce sujet. C'est l'arrivée aussi des réclames, de la publicité, comme on dirait aujourd'hui, et puis la mise en place de labels de qualité. On a parlé du label Swiss Made tout à l'heure, il y en a d'autres comme le COSC, qui est un label fédéral qui authentifie la précision des montres, ou le Poinçon de Genève, qui est spécifique à l'horlogerie genevoise, où il y a différents
différents prérequis qui sont imposés aux marques de manière à pouvoir se réclamer du poinçon de Genève. Tout ça nous porte aux années 60. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, y compris jusque dans les années 60, même si les montres avaient parfois déjà des marques connues, eh bien, elles n'étaient pas forcément reconnaissables les unes des autres. On achetait les mêmes aiguilles ici, on achetait les mêmes boîtes là, et les montres n'étaient pas définies esthétiquement comme appartenant à une marque. Et puis, dans les années 60, on a eu l'apparition du design horloger. Ça veut dire que les montres, les marques de montres, pour pouvoir rendre plus différenciables leurs produits des autres, ont commencé à les dessiner, à leur donner une forme qui soit différente. C'est à ce moment-là que des gens comme Eddie Schöpfer, qui est toujours en vie, ou Gérald Jantin, dont je vous parlais tout à l'heure, ont commencé à être actifs. À l'époque, on a donné tellement d'importance à ce travail de designer que ces gens-là, et c'est quelque chose qui a eu cours jusqu'à la fin des années 80, les designers d'une montre avaient carrément des points de pourcentage sur les ventes de cette montre. Donc certains se sont beaucoup enrichis, certaines marques à succès leur ayant permis de le faire. Par exemple, Eddie Schöpfer qui a dessiné différentes tailleurs et différentes breaklings jusqu'à très récemment. Il gagnait encore des pourcentages de vente sur chaque pièce vendue au titre de propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui n'a plus du tout cours aujourd'hui. Aujourd'hui, le design, souvent les marques ont à l'interne des bureaux de designers avec des designers qui sont des salariés. Il existe encore beaucoup de bureaux de design externes, mais cette pratique des points, des pourcentages sur les ventes ne se fait plus. Aujourd'hui, on paye au forfait ce travail de design. Mais il a permis de donner une identité visuelle à chaque montre. On a parlé des années 70 déjà, et le problème du quartz, et puis les Japonais qui ont investi massivement dans ce quartz. Ensuite, l'industrie suisse a essayé de rattraper ça et a aussi commencé à fabriquer du quartz. On a aujourd'hui certains exemplaires de ces montres qui sont devenues des pièces historiques avec un design qu'on appellerait aujourd'hui rétro-futuriste absolument fantastique et qui s'irait à merveille dans un film de science-fiction. Les années 80, on a parlé de la révolution Swatch, ça a permis la renaissance de l'horlogerie suisse. Avant la naissance du quartz, les montres suisses étaient simplement des montres que les gens achetaient partout dans la planète. Et puis, à cause de l'arrivée du quartz, eh bien, les montres suisses sont devenues trop chères. Donc, elles ont commencé à ne plus se vendre. Et ce qu'il a fallu faire, c'est révolutionner la perception des montres suisses pour en faire un bien de luxe, ce qui justifiait leur prix. Donc, les montres tout venant sont restées des montres à quartz. Et puis les montres suisses sont montées en gamme, ce qui nous a permis de monter en prix et puis d'occuper une part de marché qui soit différente des montres à quartz. Il faut savoir que, alors que dans les années 50-60, les montres suisses représentaient une très large majorité des ventes de montres au niveau mondial, ce pourcentage s'est effondré aujourd'hui. Et en termes de quantité de montres, la Suisse fabrique à peine 3% des montres du monde entier. Par contre, 3% en termes de nombre de montres, mais 56% en termes de valeur, parce que les montres suisses sont évidemment beaucoup plus chères que les montres fabriquées en Chine, au Japon ou ailleurs. On doit cette révolution en grande partie à Nicolas Hayek qui a créé le Swatch Group. On verra tout à l'heure aussi au niveau marketing que d'autres personnes ont contribué à façonner cette image de luxe des montres. On parlait de Swatch en tant que produit industriel qui révolutionnait l'horlogerie suisse. On peut en parler aussi au terme de marketing. La manière dont on s'est mis à vendre les montres avec la Swatch a été complètement différente de ce qu'on faisait auparavant. Donc auparavant, on vantait le design ou on vantait la précision des montres. Avec Swatch, on s'est mis à copier un peu ce qui se faisait dans la mode à l'époque. Donc des collections saisonnières, le jeu sur les couleurs. On changeait tout le temps les collections pour réintéresser les clients à en acheter d'autres puisqu'elles n'étaient pas chères. Et puis surtout, on s'est mis à faire appel à des collaborations, ce qui ne se faisait pas dans l'horlogerie à l'époque. Donc on a demandé à différents artistes, comme celle que vous avez à l'image, qui est Keith Haring, le fameux peintre new-yorkais. On a demandé à des sportifs, etc. Puis on a décliné ces montres sous toute forme. C'est quelque chose qui a inspiré ensuite le reste de l'horlogerie et puis qui va aujourd'hui jusque dans les montres les plus chères.
Ce type de collaboration, c'est limited edition, c'est ces montres en quantité limitée avec une signature, une co-signature de collaboration. Aujourd'hui, sont la norme, mais c'est vraiment le Swatch Group qui a introduit cette pratique dans les montres suisses. C'est justement dans les années 90 aussi que sont apparus les ambassadeurs, c'est-à-dire les égéries. On a commencé à faire appel à des stars du cinéma, à des stars du sport, pour être les porte-parole d'une marque telle qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a eu un phénomène assez particulier aussi, c'est que du coup, comme on était monté en gamme, il fallait se prévaloir d'une histoire prestigieuse. Et beaucoup de marques qui avaient fait faillite pendant les années du quartz ont été relancées, à l'exemple de Breguet ou de Blancpain, qui est des marques qui ne fabriquaient plus rien depuis des années, mais pour pouvoir vendre des montres chères et de luxe, il fallait une légitimité historique. Donc on pouvait se prévaloir, par exemple, comme Blancpain a été créé en 1800 et quelques, alors qu'au fait, pendant des dizaines d'années, il n'y a plus de montres Blancpain produites. Mais évidemment, on se garde bien de dire qu'il y a eu cette interruption dans la vie de la marque. On se sert simplement du passé historique pour valoriser le présent. C'est là qu'on a commencé à avoir des campagnes beaucoup plus créatives. On peut aujourd'hui, il y a une base de données qui est extraordinaire, qui est celle du magazine Europastar. Europastar, on peut dire que c'était un peu le vrai premier magazine horloger, né dans la fin des années 50. Et puis, ils ont une banque de données où on peut voir toutes les réclames, toutes les publicités horlogères depuis cette période-là, souvent extrêmement sexiste. C'était vraiment de la réclame. Parfois même, ce n'était pas des photos, c'était du dessin ou des peintures telles qu'on le faisait à l'époque. Et puis dans les années 90-2000, on s'est vraiment penché sur le cas du marketing. On a compris la valeur du marketing pour pouvoir vendre des montres plus chères et puis créer de la valeur ajoutée. C'est là qu'il y a différentes marques, comme par exemple cette campagne qui a vraiment marqué l'horlogerie, qui était la campagne Hands de la marque Ebel. Ebel est une marque qui existe toujours, une marque chaude-fonnière qui à l'époque était extrêmement prestigieuse. Aujourd'hui, malheureusement, elle a un peu perdu en visibilité. Et ils ont engagé des ambassadeurs qui étaient aussi déjà à l'époque quelque chose de relativement nouveau. Il y a eu Madonna, Harrison Ford ou encore Meg Ryan à l'époque qui ont été photographiés avec le Rebel, et c'était assez particulier de faire ça parce qu'on a fait appel à ces monstres sacrés à l'époque, vraiment des stars, sans les montrer. On montrait simplement leurs mains avec une montre Rebel. Donc c'était marqué sur la publicité à qui appartenait cette main, mais on ne voyait pas la star en question. Ça a vraiment bousculé les mentalités dans l'horlogerie. On passe ensuite aux années 2000, et puis là, les prix moyens ont commencé vraiment à augmenter. Pourquoi ? Bien simplement parce qu'il y a toute une arrivée de nouvelles clientèles sur le marché international, notamment les pays émergents tels que la Chine, tels que la Russie, le Brésil, etc., où on avait l'apparition d'une classe moyenne et puis d'une classe fortunée qui pouvait se permettre l'achat d'une montre suisse. Quel était l'intérêt pour eux d'acheter une montre suisse ? Ce n'est pas forcément l'amour de l'horlogerie ou du raffinement du travail artisanal suisse, c'est simplement parce que c'est un vecteur de richesse, un vecteur d'image, c'est un marqueur social. Et quand on vient d'un pays qui a connu la pauvreté et qu'on accède à un certain niveau, on veut le montrer, on veut montrer qu'on est sorti de la pauvreté, et ça passe le plus simple possible, c'est par le poignet, c'est quelque chose qu'on porte toujours en soi. Donc ça a permis à l'industrie suisse de toujours augmenter un peu plus ses prix, de gagner plus d'argent, d'avoir des marges qui se développent. Le bon côté de ça, c'est évidemment que les revenus ont augmenté pour notre pays. Et on a aussi pu augmenter le pourcentage du budget qui était alloué au marketing. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est un peu en train de se retourner contre nous parce qu'on a un peu trop exagéré dans les prix. Et puis aujourd'hui, il y a plein de difficultés par rapport à ça, on l'a dit, le prix moyen augmente et le nombre de montres vendues diminue. On s'est un peu enfermé dans cette niche. Il va être très difficile d'en revenir. Cet apport d'argent a permis aussi une révolution en termes de marketing. À partir de 2008, ça a été la crise financière des subprimes qui a quand même beaucoup marqué l'horlogerie suisse, et on a décidé de se réinventer aussi en termes d'horlogerie. Il y a un monsieur qui vient de prendre sa retraite, qui est vraiment un génie du marketing horloger, qui est Jean-Claude Biver. Et lui, il a travaillé justement d'abord chez Audemars Piguet. Ensuite, il a racheté Blancpain, qui est une marque qui n'existait plus, qu'il a relancé de toutes pièces et qu'il a revendu au Swatch Group
où il a ensuite travaillé chez Blancpain et Omega. Et ensuite, il a décidé de remonter une petite marque anonyme à l'époque qui était Hublot. En quelques années, il a fait de Hublot une des marques les plus visibles au niveau mondial. Grâce au marketing, il a osé aller là où d'autres marques n'allaient pas. Et l'exemple le plus caractéristique est le football. À partir de la fin des années 2000, Jean-Claude Biver a fait appel au football, d'abord en sponsorisant l'équipe de Suisse avec la marque Hublot. Le football était un sport où auparavant les horlogers n'allaient pas parce que trop populaire. Qui dit trop populaire dit une clientèle qui n'est pas assez fortunée pour se payer des marques suisses. On investissait par exemple dans l'équitation, on investissait dans la Formule 1, on n'allait pas, évidemment dans le golf, on n'allait pas dans le football. Et puis cette ouverture à un autre type d'acheteurs, un autre type de public qui a commencé par le football a vraiment révolutionné la manière de voir des marketeurs des autres marques et puis tout le monde s'est engouffré un peu dans cette brèche et ça a permis de commencer à parler d'horlogerie à travers des choses beaucoup plus grand public, à travers des rappeurs aujourd'hui, à travers toute autre forme de sport et de collaboration artistique, ce qui à l'époque aurait été inenvisageable parce que l'horlogerie suisse se plaçait à un terme supérieur. Il y a aussi l'autocélébration du passé. Ici, je vous ai mis le cas Tag Heuer. Par exemple, toute l'année passée, l'année 2019, tout le marketing horloger, tout le marketing en grande partie de Tag Heuer a été d'investir dans un modèle qui s'appelle la Monaco, que vous voyez à l'écran. C'est une montre carrée, donc une forme assez rare dans l'horlogerie. En fait, c'était une montre qui était à la base prévue pour le sport automobile, qui a été portée par Steve McQueen, qui était acteur et pilote automobile, et qui était tombé, on ne la fabriquait plus. On s'est remis à la fabriquer et à la vendre, tout ça grâce à la mode du vintage. Donc aujourd'hui, avec l'apparition de la célébration du passé, des années 40, 50, 60, ça a permis à l'horlogerie suisse de sortir des tiroirs, des vieilles montres qui ne se fabriquaient plus, mais dont l'esthétique est aujourd'hui recherchée. Le double avantage, c'est de coller à l'époque du moment et à cette mode du vintage, tout en célébrant le patrimoine horloger suisse. Donc c'est bingo, on n'a pas à se creuser la tête à inventer des nouvelles montres ou à développer des nouveaux designs. Il suffit d'ouvrir un tiroir, on ressort une montre des années 40, 50, 60, on la met 70, on la met un petit peu au goût du jour, on lui donne une nouvelle technique et puis on sort ça, on peut la multiplier comme des petits pains. C'est un travail un peu paresseux. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui beaucoup dans l'horlogerie suisse. Les investissements dans la recherche et le développement ont fortement diminué. Et puis on est dans une espèce d'auto-célébration du passé. Il n'y a que très peu de marques qui sont vraiment dans l'innovation. Et ça, c'est vraiment mortifère et ça peut porter préjudice sur le long terme. Évidemment, avec les années 2010, on va commencer à parler du digital. Il faut savoir que très longtemps, les marques suisses étaient totalement indifférentes au digital, elles étaient même hostiles au digital, elles ne voulaient pas y aller. Comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au football, où Jean-Claude Biver a décidé d'y aller, personne d'autre ne voulait y aller. C'est pareil pour le digital, les réseaux sociaux c'était pour les gamins, c'était trop populaire, on ne voulait pas se montrer dans ces choses-là. Certains groupes comme le Swatch Group, ils sont venus extrêmement tardivement. Je vous ai mis là deux exemples. Cartier, ils y sont venus uniquement en 2014, donc très tard. Patek Philippe, la plus prestigieuse des marques, elle a ouvert son compte Instagram en 2018. Donc vous vous rendez compte du côté tardif de ça. Aujourd'hui, les marques essaient de courir après ce retard dans le digital. Elles développent leur e-commerce. C'est quelque chose auquel elles sont venues extrêmement tardivement. Elles ont du retard par rapport à ça, mais elles ont bien compris que c'est aujourd'hui ce qu'il faut développer, d'autant plus dans la situation que nous vivons actuelle, le confinement. Il est sûr que les habitudes vont encore évoluer vers des plus grands achats online. On peut estimer aujourd'hui les ventes online de l'horlogerie suisse à 8%. Mais c'est certain, avec les conditions actuelles, on va s'attendre à une grande crise horlogère dans les années qui suivent. Ça a déjà commencé avant le coronavirus. L'année passée, Hong Kong a été bouclé. La plupart des magasins étaient fermés suite aux manifestations étudiantes.
Et ce qui fait que certaines marques suisses ont perdu beaucoup de plumes sur le marché chinois. Il faut savoir que le marché chinois est aujourd'hui le plus important au monde pour l'horlogerie suisse. Certains groupes y écoulent jusqu'à 39% de leurs ventes. Donc déjà, avec la crise d'Hong Kong, les marques suisses, en fin 2019, ont commencé vraiment à avoir des problèmes de vente. Et puis aujourd'hui, avec le coronavirus, en ce moment, certaines marques qui ont perdu la quasi-totalité de leurs ventes. Elles sont à moins de 90% de leurs ventes habituelles. Donc ça va être une immense claque qui va aussi les obliger à se réinventer. Évidemment, ça passe par le shopping online. On a parlé aussi des salons horlogers qui étaient de ces grandes foires, donc Baselworld, le salon de l'horlogerie de Bâle, et anciennement l'SIHH, qui est le salon d'horlogerie de Genève, qui s'appelle désormais Watches and Wonders, qui ont été annulés cette année, mais qui depuis 2 ans vivent des moments difficiles parce que ces grandes foires où les gens se déplacent du monde entier pour venir assister n'ont plus tellement cours et désintéressent tout le monde. Donc là aussi, il y a un passage online. On commence à faire des présentations, des conférences de presse online. Par rapport à, je vous disais, par rapport aux réseaux sociaux, les marques qui sont venues très tardivement, aujourd'hui, elles investissent massivement dans le marketing d'influence, souvent à mauvais escient, parce qu'ils choisissent des ambassadeurs online qui ne sont pas forcément en adéquation avec leur clientèle cible, mais petit à petit, ça s'affine et ça va dans le bon sens. C'est à mon avis quelque chose de primordial, étant donné que, comme je vous le disais tout à l'heure, on vend de moins en moins de montres et de plus en plus cher. Et il faut vraiment qu'on arrive à parler à une nouvelle génération, à leur faire porter une montre au poignet, ce qui aujourd'hui n'est plus tellement le cas, à leur faire comprendre quelles sont les clés et quelle est la valeur ajoutée de l'horlogerie suisse. Et pour ça, il va falloir être extrêmement innovant. La bataille du poignet va être très rude, parce qu'on parlait d'Apple Watch tout à l'heure, et puis j'y reviens, je vous en parlais, parce qu'aujourd'hui, l'Apple Watch, et là, quand on parle d'Apple Watch, c'est une seule smartwatch. Il y a des autres montres connectées de beaucoup d'autres marques. Donc uniquement celle-là, on estime à 30 millions d'Apple Watch. Et donc, comme je vous le disais aujourd'hui, uniquement l'Apple Watch dépasse entièrement les ventes de montres suisses. Donc va falloir faire attention à l'avenir, quelles sont les décisions qui sont prises, est-ce qu'on continue de monter en gamme, est-ce qu'on essaie de se renouveler aussi par le bas. C'est des questions qui restent ouvertes, d'autant plus qu'il faudra réagir à la crise post-coronavirus. On ne sait pas quand cette crise sera terminée. En tout cas, il y aura des conséquences économiques qui seront évidemment très lourdes pour l'horlogerie suisse aussi. Voilà, c'était un petit passage en revue aujourd'hui de l'histoire et l'histoire du marketing suisse. J'espère pouvoir vous parler plus précisément des différentes techniques marketing très bientôt. En attendant, je vous laisse mon email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis courage pour la suite de cette crise.